La thyroïde est une glande endocrine située à la base du cou, en avant de la trachée, sous le larynx. Elle sécrète des hormones qui régulent le métabolisme cellulaire. La thyroïde est composée de 2 lobes thyroïdiens et d'un isthme qui est le pont entre ces 2 lobes. Derrière chacun des lobes se situent 2 glandes parathyroïdes. Nous avons donc 4 glandes parathyroïdes. Ces 4 glandes régulent le taux de calcium dans le sang grâce à la sécrétion d'une hormone, la parathormone. Les lobes thyroïdiens se situent à proximité des nerfs qui assurent le fonctionnement des cordes vocales, les nerfs récurrents ou nerfs laryngés inférieurs et les nerfs laryngés supérieurs. Ces nerfs assurent votre voix et votre bonne respiration. Des ganglions lymphatiques se situent sous la thyroïde et dans les parties latérales du cou. Il est fréquent de trouver des nodules au sein de la thyroïde. Ils peuvent être bénins ou malins. Lorsque l'on parle de nodules malins, cela signifie qu'il s'agit d'un cancer. Pour connaître la nature de votre nodule, une échographie doit être réalisée. L'opérateur regardera l'aspect et les caractéristiques du nodule, ainsi que les ganglions avoisinants. En cas de doute, une cytoponction pourra être faite. Une aiguille, introduite à travers la peau, prélève du contenu de votre nodule, qui est envoyé en analyse. Bien que très utile, celle-ci peut parfois ne pas apporter de réponse certaine quant à la nature du nodule. Une chirurgie de la glande thyroïde peut être proposée pour plusieurs raisons. Une thyroïde augmentée de volume, également appelée goitre, qui peut surfonctionner ou devenir compressive, un cancer ou un nodule suspect d'être un cancer. Avant une chirurgie thyroïdienne, plusieurs examens seront recommandés. Un dosage de la TSH, thyrostimuline, hormone hypophysaire, une échographie et une cytoponction. L'intervention se fait sous anesthésie générale, avec une intubation trachéale, en passant par la bouche. Vous aurez une consultation avec un médecin anesthésiste quelques jours ou semaines avant l'intervention. Dans la majorité des cas, la chirurgie se fait par une incision à la partie basse du cou. Cette chirurgie peut être une hémithyroïdectomie, une lobectomie, une loboïsmectomie, emportant la moitié ou la totalité de l'isthme, ou une thyroïdectomie totale quand l'ensemble de la glande est retiré. En cas de nodule suspect d'être un cancer, il peut être proposé une chirurgie à visée diagnostique. D'autres techniques chirurgicales existent, mais elles sont spécifiques à certains cas. Leur unique avantage est de déplacer la cicatrice sur un autre endroit du corps. Vous pouvez en parler avec votre chirurgien. En cas de cancer, un curage ganglionnaire peut être proposé. Cela peut nécessiter l'agrandissement de l'incision et de votre cicatrice. Après avoir incisé la peau, les muscles à l'avant de la thyroïde sont placés sur le côté pour découvrir la glande thyroïde. Les vaisseaux alentours sont, eux, ligaturés, clippés ou coagulés. Du fait de leur anatomie complexe, il n'est pas toujours possible de visualiser les glandes parathyroïdes lors de la chirurgie, même dans les centres experts. L'hypoparathyroïdie définitive reste donc rare, 1 à 2% des patients. Le nerf récurrent est repéré et disséqué pour l'éloigner de la thyroïde. Ce nerf étant très petit et fragile, il est courant d'utiliser un dispositif au bloc opératoire, le NIM ou neuromonitorage, émettant une alarme lorsque les instruments sont trop proches. La peau est ensuite refermée. Pendant quelques semaines, votre cicatrice et la région du cou peuvent être sensibles et un peu gonflées. Votre chirurgien vous indiquera quand vous pourrez reprendre le travail et le sport. Les douleurs sont généralement peu intenses. Une prescription pour un médicament antidouleur à prendre en post-opératoire, si besoin, vous sera remise. En chirurgie thyroïdienne, les complications sont relativement rares, mais certains événements sont possibles et variables suivant les patients. Un hématome, c'est-à-dire une poche de sang sous la peau, peut survenir dans les heures qui suivent l'opération et peut nécessiter de retourner au bloc opératoire afin de le retirer
et ligaturer les vaisseaux à l'origine. Un abcès, c'est-à-dire une infection locale, peut se former au niveau du site opératoire, généralement dans les 8 à 12 jours post-opératoires. Cette infection peut nécessiter un drainage, c'est-à-dire une ouverture de la cicatrice sous anesthésie locale ou générale. Des antibiotiques peuvent être prescrits. Vos nerfs récurrents ou nerfs de la voix ayant été disséqués pendant l'intervention, vous pourrez constater une modification de votre voix, généralement transitoire, de quelques jours ou plusieurs semaines. Lorsque la voix est modifiée, un examen des cordes vocales à l'aide d'une caméra introduite dans votre nez permet de contrôler leur mobilité. En cas de paralysie, la plupart du temps, la voix se normalise ou s'améliore de manière spontanée en quelques semaines. Une paralysie des 2 cordes vocales est rare, mais alors une trachéotomie peut être nécessaire, parfois en urgence. En cas de thyroïdectomie totale, et suite à la dissection des 4 parathyroïdes, une chute du taux de calcium dans le sang peut être observée. Cela est transitoire, rarement définitif, mais peut nécessiter un traitement par médicament pendant quelques semaines. Après une thyroïdectomie totale, et parfois après une lobectomie thyroïdienne, la prise d'hormones thyroïdiennes est nécessaire à vie. Comme les glandes parathyroïdes ont été disséquées ou resséquées, il est parfois nécessaire de prendre de la vitamine D et du calcium, car votre organisme en manquera. 3 à 6 semaines après l'intervention, votre chirurgien vous communiquera les résultats d'analyse de votre thyroïde. Il vous expliquera la conduite à tenir et éventuellement s'il y a d'autres traitements à effectuer par la suite.